Lors de la réunion de famille, mon père a proposé de vendre la villa héritée de mon grand-père pour en tirer profit. Je m'y suis opposé. Devant tout le monde, il m'a insulté, « Tu es si pauvre que tu ne peux même pas te payer une voiture décente, ferme ta bouche. » J'ai juste souri, sorti un dossier de mon porte-documents en cuir, et l'ai doucement fait glisser vers lui. Quand il l'a ouvert, son visage est devenu pâle. « Bonjour, je m'appelle Cédric Dubois, j'ai 35 ans et je me tiens devant les immenses grilles en fer forgé du domaine de mon grand-père. » Mes doigts se glissent dans la poche de ma vieille veste, sentant le tissu usé qui m'accompagne depuis une décennie. La brise de juin souffle à travers les chênes centenaires de Verrières, en Bourgogne, transportant l'odeur des pins et des souvenirs. Je prends une profonde inspiration, essayant de me calmer. Mon pick-up Renault de 2005, avec sa peinture argentée écaillée, est seul au milieu d'une rangée de voitures de luxe étincelantes sous le soleil de l'après-midi, des Mercedes, des BMW et une Tesla neuve et brillante qui, je suppose, appartient à mon frère, Jacques. La réunion annuelle de la famille Dubois est sur le point de commencer et, comme toujours, le sentiment d'être un étranger parmi les miens s'agite en moi. Le domaine devant moi est plus qu'une simple demeure, c'est un symbole de la famille Dubois, construit à la sueur et à l'ambition de mon grand-père, Gauthier Dubois. Les murs de pierre grise recouverts de mousse, le toit de tuiles rouges délavées et les vitraux scintillent comme s'ils racontaient l'histoire d'un empire du bois et des matériaux de construction qui a rendu le nom du bois légendaire à Verrières depuis les années 1950. Mais aujourd'hui, cette demeure n'est plus le lieu de rassemblement chaleureux dont mon grand-père rêvait autrefois, elle est devenue une arène, une scène où mes proches étalent leurs richesses, leurs portefeuilles d'investissement et leurs piques sournoises destinées aux nécessiteux que je suis. Je serre plus fort ma nouvelle mallette en cuir, la seule chose qui ne correspond pas à ma tenue, une chemise bleu clair, un jean délavé et des chaussures en cuir marron éraflé. À l'intérieur de la mallette se trouve le secret que je garde depuis 3 ans, des documents prouvant que je ne suis pas l'échec que ma famille pense que je suis. Je suis prêt à changer la façon dont il, en particulier mon père, Henri Dubois, me voit. Mais mon cœur bat la chamade, non pas de peur, mais d'une colère sourde mêlée à la douleur d'années passées à être moqué et rabaissé dans cette même demeure. Cédric, encore en retard, une voix crie depuis le perron, me tirant de mes pensées. Jacques, mon frère aîné, se tient là avec un sourire narquois, tenant un verre de vin rouge. Son costume gris parfaitement taillé accentue sa grande silhouette. Il est le portrait craché de notre père, du regard glacial au ton condescendant. Allez, ce camion rouillé roule encore. Je parie que tu as dépensé une fortune pour le maintenir en vie. J'esquisse un léger sourire en franchissant le portail, essayant de ne pas me laisser atteindre par sa pique. Il m'amène toujours ici, Jacques. Ça suffit, réponds-je d'un ton égal, bien que intérieurement j'ai envie de crier que ce camion m'a transporté à travers les jours les plus difficiles, quand j'ai démarré mon entreprise à partir de rien, quand toute cette famille m'a tourné le dos. À l'intérieur du domaine, l'air est lourd du parfum de parfum cher et du son de rire bruyant. La réunion de la famille Dubois ne ressemble à aucune autre. C'est ici que cousins, tantes, oncles et parents éloignés que je ne vois qu'une fois par an se réunissent pour se soutenir mutuellement du moins, c'était l'idée originale de mon grand-père. Gauthier a fondé cette réunion dans les années 1980, espérant que les générations Dubois s'uniraient, partageraient leurs finances, leurs opportunités de carrière et construiraient un héritage ensemble. Mais quand il est décédé en 2005, tout a changé. Mon père, Henri Dubois, qui a hérité du rôle de présider la réunion, l'a transformé en une scène de vantardise, où la richesse détermine la valeur d'une personne. J'entre dans le grand salon où la lumière du lustre en cristal baigne les visages élégamment vêtus. Ma cousine Sophie, dans une robe rouge moulante et un collier de diamants étincelants, parle de ses vacances aux Seychelles. L'oncle David, propriétaire d'une chaîne d'hôtels à Lyon, se vante de son nouveau yacht. Et mon père, Henri, est assis au bout de la longue table en noyer, son regard acéré comme une lame, examinant une pile de papier ou probablement le portefeuille d'investissement de quelqu'un. Les droits de vote à la Réunion sont basés sur la richesse déclarée, et mon père, avec 40% des droits de vote, détient toujours l'autorité ultime. Moi, avec mes modestes actifs déclarés ou du moins pour autant qu'ils le sachent je n'ai que 3%, juste assez pour être invité, mais pas assez pour que quiconque m'écoute. Cédric, assieds-toi, dit mon père, sa voix basse mais froide, sans lever les yeux de ses papiers. Encore avec cette chemise? Je t'ai dit combien de fois de t'habiller comme un Dubois convenable. La pièce devient silencieuse pendant une seconde, suivie de quelques rires étouffés. Je sens les regards insistants, les sourires moqueurs. Je tire une chaise, m'assieds et pose la mallette sur mes genoux, mes doigts effleurant légèrement son cuir usé.
Je trouve cette chemise très bien, papa, réponds-je, ma voix douce mais ferme. Elle est confortable. Mon père renifle en secouant la tête. Le confort ne te donnera pas voix au chapitre ici, Cédric. Tu connais les règles. Il tapote la table, ses yeux balayant la pièce comme un roi inspectant sa cour. Aujourd'hui, nous discutons de la vente de ce domaine. J'ai reçu une offre d'une société qui cherche à construire un complexe hôtelier. Le prix est excellent. Ces mots me frappent comme un coup de poing à l'estomac. Vendre le domaine? La demeure que mon grand-père a mis tout son cœur à construire, l'endroit rempli de souvenirs de jours d'été à courir dans le jardin, à l'écouter parler de ses débuts avec une petite Syrie. Je veux parler, mais je sais qu'avec mes 3% de droit de vote, mes paroles seraient instantanément rejetées. Henri, es-tu sûr de ça? Une voix grave s'élève du bout de la table. C'est l'oncle Robert, le plus jeune frère de mon père, le seul de la famille qui ose le défier ouvertement. Il est assis là, dans une simple chemise habillée, ses cheveux poivre et sel et son sourire aimable se démarquant. Ce domaine est l'héritage de papa. Penses-tu qu'il voudrait que nous le vendions? Les yeux de mon père se rétrécissent, son regard glacial fixé sur l'oncle Robert. Robert, ne romantise pas ça. C'est une opportunité commerciale. Avec cet argent, nous pouvons investir dans des projets plus importants. Tes 9% de droits de vote ne suffisent pas à changer quoi que ce soit. L'oncle Robert pince les lèvres mais ne dit plus rien. Je le regarde, sentant l'empathie dans ses yeux. Il est le seul, à part ma mère, à avoir jamais soutenu la voie que j'ai choisie, quittant l'entreprise familiale de bois pour poursuivre ma passion pour la biotechnologie. Mais même lui ne connaît pas le secret que je détiens dans cette mallette. La réunion commençait, comme toujours, je reste assis tranquillement, écoutant mes proches se vanter. Sophie parle de son nouvel investissement dans une start-up technologique de la Silicon Valley. Jacques se vante d'avoir acheté un Pantouz à Nice. Chaque mot, chaque sourire de leur part me fait l'effet d'un couteau, me rappelant les années où j'ai été méprisé. Cédric, tu diriges toujours cette entreprise alimentaire ou je ne sais quoi, demande Sophie, sa voix douce mais dégoulinant de sarcasme. J'entends dire que les startups comme ça font faillite rapidement. Je souris en hochant la tête. Ça va bien, Sophie. Merci de demander. Mais intérieurement, je compte à rebours. Dans 2 jours, lors de la réunion finale, je révélerai la vérité, que ma start-up alimentaire durable, celle dont ils se sont moqués, est maintenant évaluée à des centaines de millions d'euros, que moi, Cédric Dubois, l'échec supposé de la famille, je détiens 95 millions d'euros d'actifs, soit environ 40% des droits de vote, et que j'utiliserai ce pouvoir pour protéger l'héritage de mon grand-père. Cette nuit-là, je suis allongé sur le vieux lit de la petite chambre du 2e étage du domaine, écoutant les grillons chanter dans le jardin. La mallette est posée à côté de moi, un rappel pour demain. Je pense à ma mère, qui a toujours cru en moi, et à mon grand-père, qui m'a appris que la vraie valeur ne réside pas dans l'argent sur votre compte en banque, mais dans la façon dont vous vivez et ce que vous laissez derrière vous. Je ferme les yeux, sentant la colère et la détermination monter en moi. Dans 2 jours, cette famille saura qui est vraiment Cédric Dubois. Je me réveille alors que la première lumière de l'aube filtre à travers les fins rideaux de la petite chambre du domaine. Le gazouillis joyeux des oiseaux dans le jardin me rappelle les matins d'été de mon enfance, quand j'étais un garçon pieds nus courant sur la pelouse, serrant un cerf-volant fait maison, avec mon grand-père Gauthier à mes côtés. À l'époque, cette demeure n'était pas une arène d'intrigue et de vantardise, c'était un endroit où je ressentais de l'amour, du lien et les leçons simples que mon grand-père avait gravées dans mon cœur. Mais ce matin, alors que je m'assieds, enfile mes vieilles chaussures en cuir et jette un coup d'œil à la mallette en cuir sur la table, je sais que ces souvenirs ne sont plus qu'une faible lueur dans une famille qui a changé. Je descends l'escalier en bois, chaque marche grinçante racontant l'histoire de la famille Dubois, une histoire que je connais par cœur, non seulement parce que j'en fais partie, mais parce qu'elle a été la force motrice derrière ma quête silencieuse de ma propre voix. La famille Dubois n'a pas toujours consisté à conduire des voitures de luxe, à étaler des portefeuilles d'investissement ou à se disputer les droits de vote. Nous étions autrefois des travailleurs, des rêveurs n'ayant que leurs mains nues, et tout a commencé avec mon grand-père, Gauthier Dubois. Je m'assieds à la table du petit déjeuner dans la cuisine spacieuse, où l'arôme du café se mêle au bruissement du journal que lit l'oncle Robert. Nous ne sommes que tous les deux ici, le reste de la famille, comme d'habitude, préfère dormir tard ou dîner dans la salle à manger officielle avec ses nappes en soie et ses couverts en argent. L'oncle Robert lève les yeux, me souriant, ses yeux chauds semblant demander « Ça va, Cédric ?» Je hoche la tête en attrapant un toast, mais mon esprit dérive vers le passé,
vers l'homme qui a construit tout cela. Grand-père Gauthier est né en 1925, élevé dans une famille d'agriculteurs pauvres à la périphérie de Verrières, en Bourgogne. À l'époque, Verrières était une petite ville où les gens vivaient de l'agriculture ou travaillaient dans les scieries. Grand-père n'avait que la force de ses mains et une tête pleine d'idées. À 18 ans, il s'est enrôlé, a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et est revenu en 1945 avec non seulement des cicatrices de guerre, mais aussi une détermination à toute épreuve pour construire une vie meilleure pour sa future famille. Il a commencé avec une petite scierie, achetée avec un prêt bancaire et les petites économies qu'il avait amassées grâce à des petits boulots. Personne ne croyait en moi, Cédric, m'a-t-il dit un jour, les yeux brillants en se remémorant ses débuts. Il disait que j'étais fou de penser qu'un garçon de la campagne pouvait rivaliser avec les gros bonnets de Paris. Mais je ne le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour laisser quelque chose à mes enfants et petits-enfants. La scierie de grand-père a grandi rapidement. Il ne vendait pas seulement du bois, il innovait, créant de nouveaux matériaux de construction comme du contreplaqué résistant au feu et du bois traité capable de résister au climat humide de la Bourgogne. Dans les années 1950, Bois du Bois était devenu un nom familier dans le sud de la France. Grand-père ne s'est pas arrêté là. Il a investi dans des terres, achetant des forêts pour garantir un approvisionnement en bois, et a construit des usines de fabrication modernes. Au moment de ma naissance, en 1990, la famille Dubois était un empire, avec ce domaine, conçu par grand-père lui-même, comme symbole de sa réussite. Mais ce que j'admirais le plus chez grand-père, ce n'était pas sa richesse ou sa renommée, c'était sa façon de vivre. Il portait toujours de simples chemises en flanelle, conduisait un vieux pick-up et passait du temps à m'apprendre à construire des tables et des chaises dans l'atelier de menuiserie derrière la maison. L'argent est un outil, Cédric, disait-il, sa voix chaude et posée. Il t'aide à construire une maison, à nourrir une famille. Mais si tu le laisses définir qui tu es, tu as déjà perdu. Il croyait que la famille était le fondement, que la vraie richesse ne résidait pas à la banque, mais dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. L'idée de la réunion familiale est née en 1980, lorsque grand-père s'est rendu compte que son empire grandissait et que ses enfants et petits-enfants commençaient à tracer leur propre chemin. Il avait 4 enfants, mon père Henri, l'aîné, tante Marguerite, décoratrice d'intérieur à Aix-en-Provence, oncle David, qui dirige une chaîne d'hôtels, et oncle Robert, le plus jeune, un modeste ingénieur civil vivant à Grenoble. Grand-père craignait que le succès ne divise la famille, alors il a créé la réunion de la famille Dubois, un rassemblement annuel pour que tout le monde se réunisse, partage sur sa vie et son travail, et se soutiennent mutuellement. Je me souviens encore des premières réunions, quand j'étais juste un garçon assis au pied de grand-père, l'écoutant, lui, grand-mère et mes tantes et oncles parler. À l'époque, la réunion ne portait pas sur les droits de vote ou les portefeuilles, c'était des dîners de famille chaleureux avec de la purée de pommes de terre et du barbecue préparé par grand-mère. Les tantes et les oncles partageaient leurs difficultés, comme lorsque l'oncle David a failli faire faillite avec un projet hôtelier raté, ou lorsque tante Marguerite avait besoin de capitaux pour ouvrir son studio de design. Grand-père écoutait toujours, offrait des conseils et parfois aidait discrètement avec de l'argent ou des relations. Nous sommes une famille, disait-il. Si l'un de nous tombe, toute la famille le relève. J'aimais ces jours-là. J'aimais la façon dont grand-père regardait tout le monde avec respect, peu importe leur richesse ou leur pauvreté. J'aimais la façon dont il m'appelait dans le jardin, me montrait les chênes qu'il avait plantés quand mon père était jeune, et disait, un jour, Cédric, tu seras celui qui portera ces valeurs. Je le croyais. Mais ensuite, en 2005, il est décédé d'une crise cardiaque, juste au moment où j'avais 15 ans. Et avec sa mort, le rêve d'une famille unie a commencé à s'estomper. Mon père, Henri, a pris la relève en tant que président de la Réunion. En tant qu'aîné, il a toujours porté la pression de continuer l'héritage de grand-père, mais il l'a fait à sa manière, une manière que je crois que grand-père n'aurait jamais approuvée. Papa est un homme strict et rigide qui croit que la richesse est la seule mesure du succès. Il dirige Bois du Bois d'une main de fer, l'étendant en une société multinationale, mais ce faisant, il a transformé la réunion familiale en quelque chose de totalement étranger. Je me souviens de la première réunion après la mort de grand-père, en 2006. J'avais 16 ans, toujours en deuil de sa perte, mais excité de revoir la famille. Je pensais que la réunion serait comme avant, des histoires, des câlins et des encouragements. Au lieu de cela, j'ai vu papa debout au bout de la table, tenant un grand registre, exigeant que tout le monde déclare ses actifs. Il a annoncé qu'à partir de maintenant, les droits de vote à la réunion seraient basés sur la richesse, pour refléter la contribution de chaque personne à la famille. Je n'ai pas compris ce qui se passait,
j'ai seulement senti ma mère, qui m'a toujours soutenu, me serrer la main sous la table, les yeux remplis d'inquiétude. La nouvelle règle de papa a tout changé. Les conversations chaleureuses se sont transformées en présentations sur les portefeuilles, l'immobilier et les bénéfices. Ceux qui avaient le plus d'argent, comme papa avec 40% des droits de vote, ou oncle David avec 15%, sont devenus le centre de l'attention. Des gens comme ma mère, qui ne travaillaient pas dans les affaires, ou oncle Robert, qui vivait simplement, ont été mis à l'écart. Et moi, un gamin de 16 ans sans rien à mon nom, je n'avais que 1% des droits de vote, un chiffre qui me faisait me sentir invisible. Mais le plus douloureux, c'était la façon dont papa me traitait. Il me critiquait ouvertement devant la famille, disant que j'étais paresseux, sans ambition, que je n'étais pas digne du nom Dubois. Cédric, si tu continues à rêvasser, tu n'auras jamais ta place dans cette famille, disait-il, la voix froide. Je voulais crier que je ne rêvassais pas, que j'avais de grands projets, que je voulais faire quelque chose de significatif, comme grand-père l'avait fait. Mais je suis resté silencieux. Je suis resté silencieux parce qu'à l'époque, je n'avais rien à prouver. De retour au présent, je prends une gorgée de café, sentant une piqûre amère dans ma gorge. L'oncle Robert pose son journal, me regardant d'un air interrogateur. « À quoi penses-tu, Cédric » demande-t-il doucement. J'esquisse un léger sourire en secouant la tête. Juste à grand-père. Je me demande ce qu'il penserait s'il voyait la réunion maintenant. L'oncle Robert soupire, les yeux lointains. Il aurait le cœur brisé, Cédric. Mais il serait fier de toi. Tu lui ressembles plus que quiconque dans cette demeure. Ces mots me serrent le cœur. Je pense aux fois où j'ai pleuré seul dans cette chambre après des réunions où Jacques se moquait de moi, où Sophie me regardait avec mépris et où papa me regardait comme un échec. Je pense à ma mère, qui m'a tenu dans ses bras et m'a dit que je n'avais rien à prouver à personne. Et je pense à la mallette en cuir à l'étage, contenant mon secret, ma start-up alimentaire durable, construite à partir de rien, maintenant évaluée à des centaines de millions d'euros. Je ne veux pas seulement sauver le domaine de grand-père, je veux récupérer ma voix, montrer à mon père, à Jacques et à toute cette famille que le chiffre sur mon compte en banque ne définit pas qui je suis. Le deuxième jour de la réunion est sur le point de commencer. Je sais qu'aujourd'hui, mon père insistera davantage pour la proposition de vendre le domaine. Je sais aussi qu'avec mes 3% de droits de vote, je ne peux encore rien faire. Mais j'ai un plan. J'ai contacté mon avocate, préparé les documents, et le dernier jour, je révélerai la vérité. Je leur montrerai que Cédric Dubois n'est pas un échec, et je protégerai l'héritage de mon grand-père avec tout ce que j'ai. Je me lève, tenant ma tasse de café, et regarde le jardin où les chênes de mon grand-père se dressent toujours fièrement après toutes ces années. Grand-père, murmure-je, je ne te décevrai pas, l'oncle Robert s'approche par derrière, me tapotant l'épaule. Prêt pour aujourd'hui, Cédric ? Je ne suis pas sûr que prêt soit le mot juste, oncle, réponds-je en m'asseyant sur une chaise en bois à proximité. Mais je vais m'en sortir, comme chaque année. L'oncle Robert hoche la tête, les yeux pleins d'empathie. Reste fort. Henri est peut-être dur, mais il n'est pas le monde entier. Je veux le croire, mais alors que j'entre dans la salle de réunion principale, où mon père a installé un grand écran et une épaisse pile de documents, ma poitrine se serre. Papa est assis au bout de la table, comme toujours, tel un roi sur son trône, dans un costume bleu marine profond et avec un regard perçant. Jacques, mon frère, est assis à sa droite, tapant quelque chose sur son téléphone, se vantant probablement de son nouveau pantouse auprès de ses amis. Sophie, ma cousine, est assise en face de moi, ses lèvres rouges se retroussant en un sourire moqueur alors que j'entre. Les autres oncles David, tante Marguerite et quelques parents éloignés sont tous présents, mais aucun d'eux ne me regarde plus de quelques secondes. J'ai l'habitude d'être invisible. « Assieds-toi, Cédric » dit mon père, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui, et je ne veux pas perdre de temps. Je tire une chaise, pose ma mallette sur mes genoux et essaie de garder une expression calme, mais intérieurement, je me prépare à ce qui va suivre. Le deuxième jour de la réunion est toujours celui où mon père pousse ses grands projets, entreprises, investissements ou, comme aujourd'hui, la proposition de vendre le domaine de mon grand-père pour un complexe hôtelier. Je l'ai entendu en parler hier, mais aujourd'hui, il présentera les détails, et je sais que je ne peux pas rester silencieux. La réunion du deuxième jour commence. Mon père se lève, tapotant légèrement son stylo à billes sur la table pour attirer l'attention. Aujourd'hui, nous allons discuter sérieusement de l'avenir de ce domaine, commence-t-il, sa voix résonnant dans la pièce.
la société Fluvial a fait une offre généreuse, 25 millions d'euros pour ce terrain, plus des parts dans le complexe hôtelier de luxe qu'il prévoit de construire. C'est une opportunité pour la famille Dubois d'étendre notre influence, de transformer l'héritage de mon père en quelque chose de moderne, de plus rentable. Quelques applaudissements épars résonnent. Jacques hoche la tête, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Brillant, papa. Un complexe hôtelier élèvera notre nom. J'ai vu les plans, ce sera une destination haut de gamme pour l'élite. Mon sang me monte à la tête. Vendre le domaine, transformer la demeure de mon grand-père, remplie de souvenirs, en un complexe hôtelier pour de riches étrangers? Je veux me lever, crier, mais je sais que je dois attendre. Pour l'instant, mes paroles ne seraient qu'une brise passant à leurs oreilles. Je jette un coup d'œil à l'oncle Robert, qui fronce les sourcils, sa main agrippant fermement sa tasse de thé. Henri, ne penses-tu pas que nous devrions examiner cela plus attentivement, intervient l'oncle Robert, sa voix basse mais ferme. Ce domaine n'est pas seulement une propriété, c'est le cœur de notre famille. Papa l'a construit pour que nous nous réunissions, pas pour qu'il soit vendu. Mon père renifle, ses yeux brillants d'irritation. Robert, tu es toujours si sentimental. C'est des affaires, pas un conte de fées. Tes 9% de droits de vote ne suffisent pas à faire obstacle. Sophie laisse échapper un petit rire. Oncle Robert, je comprends que vous aimiez cette demeure, mais nous devons aller de l'avant. Qui vit encore comme au bon vieux temps? Elle me jette un coup d'œil, les yeux brillants de moquerie. Sauf Cédric, peut-être. La pièce éclate de rire. Jacques applaudit, me regardant avec un sourire méchant. Exactement, Cédric. Tu vis toujours comme grand-père, n'est-ce pas? Avec ce pick-up rouillé et cette chemise du siècle dernier. Je serre fermement ma mallette, me forçant à rester calme. Je vis comme je pense que c'est juste, Jacques, réponds-je, ma voix posée mais froide. Tout le monde n'a pas besoin d'une Tesla pour se sentir important. La pièce devient silencieuse un instant, puis Jacques éclate de rire. Écoutez ce ton. Toujours aigri de ne pas avoir d'argent, Cédric? Peut-être devrais-tu vendre ta pathétique entreprise alimentaire et rassembler un peu d'argent pour un costume décent. Les mots de Jacques me transpercent comme un couteau. Mon visage brûle, mais je ne réponds pas. Non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je sais que mon moment n'est pas encore venu. Demain, lorsque je révélerai mes 95 millions d'euros d'actifs, équivalent à environ 40% des droits de vote, Jacques ne rira plus. Mon père frappe la table, interrompant l'échange. Assez, Cédric. Si tu n'as rien à apporter, tais-toi et écoute. Nous discutons de sujets sérieux. Je me mords la lèvre, me sentant comme si j'avais été giflé. Mais un souvenir d'une autre réunion, il y a 5 ans, me revient, vif et douloureux, comme si c'était hier. En 2020, j'avais 30 ans, 3 ans après avoir lancé ma société d'alimentation durable. L'entreprise se développait, mais je vivais frugalement, économisant chaque centime pour investir dans la recherche. La réunion de cette année-là a eu lieu alors que l'entreprise forestière de la famille, Bois du Bois, était confrontée à des difficultés en raison d'un marché volatile des matériaux de construction. Mon père, en tant que président, a proposé une stratégie risquée, contracter un emprunt massif pour investir dans une nouvelle usine de bois en Amérique du Sud, où les coûts de main-d'œuvre étaient bas mais l'instabilité politique élevée. J'avais étudié la proposition en profondeur. J'avais lu des rapports, analysé le marché et réalisé que le plan de mon père pouvait pousser l'entreprise vers la faillite si le marché s'effondrait. Lors de la réunion du 2e jour, je me suis levé, osant parler devant toute la famille pour la première fois. Papa, je pense que ce plan est trop risqué, ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue. Si nous investissons en Amérique du Sud maintenant et que le marché change, l'entreprise pourrait tout perdre. Nous devrions nous concentrer sur la modernisation de la technologie dans nos usines existantes. La pièce est devenue silencieuse, mais pas parce qu'ils étaient d'accord. Ils m'ont regardé comme si j'avais dit quelque chose de stupide. Jacques a ri bruyamment. Cédric, qu'est-ce que tu connais aux affaires? Tu luttes toujours avec ta pathétique start-up. Sophie a renchéri, exactement. Combien de droits de vote as-tu? 2% ou 3%? Assieds-toi, Cédric. Mais je ne me suis pas assis. J'ai regardé droit dans les yeux de mon père, espérant qu'il écouterait. Papa, j'ai fait mes recherches. Je sais de quoi je parle. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Mon père s'est levé, son regard brûlant. Cédric,
tu fais perdre du temps à tout le monde. Tu n'as pas assez de droit de vote pour parler ici. Si tu ne te tais pas, tu partiras. J'ai essayé d'en dire plus, mais il m'a coupé la parole. Assez, a-t-il crié en montrant la porte. Sors, Cédric. Tu n'as pas ta place ici. Je suis resté figé, me sentant comme si le monde s'était effondré. J'ai regardé autour de moi, cherchant un regard compatissant, mais n'ai trouvé que des sourires moqueurs et des regards indifférents. Même l'oncle Robert, le seul qui me soutenait, a simplement baissé la tête, impuissant. Je suis sorti de la pièce, emportant avec moi l'humiliation et une colère muette. Cette nuit-là, je suis retourné à Lyon, jurant de ne plus jamais revenir à La Réunion. Mais l'année suivante, j'ai appris que Bois du Bois avait subi des millions de pertes à cause de l'échec de l'investissement sud-américain. L'usine était au point mort en raison des troubles politiques, et l'entreprise avait dû vendre des actifs pour rembourser ses dettes. Personne ne s'est excusé auprès de moi. Personne n'a reconnu que j'avais raison. Mon père a seulement dit lors d'une réunion ultérieure que les erreurs sont des leçons, puis a continué comme si de rien n'était. Mais je n'ai pas oublié. Cette cicatrice demeure, et chaque fois que j'entre dans cette salle de réunion, elle me pique. Le souvenir de 2020 me fait serrer plus fort ma mallette. Aujourd'hui, alors que mon père continue de présenter le projet de complexe hôtelier, je sens la vieille colère monter. Je propose que nous tenions un vote préliminaire aujourd'hui, dit-il, sa voix autoritaire. Qui soutient la vente du domaine? Levez la main. Jacques, Sophie, oncle David et quelques autres lèvent immédiatement la main. L'oncle Robert secoue la tête, gardant ses mains sur la table. Je ne lève pas la main, mais je sais que cela ne change rien. Avec 3% des droits de vote, je suis invisible. Cédric, encore opposé, demande mon père, son regard glacial. As-tu quelque chose à dire, ou perds-tu encore du temps à tout le monde? Je prends une profonde inspiration, le regardant droit dans les yeux. Papa, cette demeure est l'héritage de grand-père. La vendre, ce n'est pas seulement perdre une propriété, c'est perdre ce que cette famille signifie. Jacques rit bruyamment. Oh, allez. Écoutez ce ton moralisateur, Cédric. Sais-tu même combien d'argent ce complexe rapportera? Ou rêves-tu encore du bon vieux temps? Jacques, tout le monde ne mesure pas la valeur par l'argent, réponds-je, ma voix calme et tranchante. Grand-père a construit cette demeure pour que nous nous réunissions, pas pour la transformer en marchandise. Mon père frappe la table, me coupant la parole. Assez, Cédric. Tu n'as aucune autorité ici. Si tu n'es pas d'accord, assieds-toi tranquillement et laisse les adultes parler. Ces mots me frappent comme un coup de poing à la poitrine. Je veux me lever, crier et parler à tout le monde de ma fortune de 95 millions d'euros. Mais je me retiens, car mon plan est de le révéler le dernier jour. Je jette un coup d'œil à l'oncle Robert, qui me fait un léger signe de tête, comme pour dire « Attends, Cédric. Ton moment viendra ». Après la réunion, je me dirige vers le jardin, trouvant un endroit calme sous un vieux chêne. L'oncle Robert me suit, s'asseyant à côté de moi. « Ça va ?» demande-t-il. Je suis fatigué, oncle, admets-je, ma voix lasse d'être méprisée, moquée. Mais je ne les laisserai pas gagner. L'oncle Robert me pose une main sur l'épaule. Reste calme et attends le bon moment. As-tu déjà un plan? Je le regarde, hésitant, puis je décide de lui faire confiance. J'ai 95 millions d'euros d'actifs, dis-je en baissant la voix. Ma start-up, elle a plus de succès qu'il ne le pense. Demain, je l'annoncerai, et j'opposerai mon veto à la vente du domaine. Les yeux de l'oncle Robert s'illuminent et il rit, un rire fier et chaleureux. Eh bien, je serai damné. Les yeux de l'oncle Robert s'illuminent et il rit, un rire fier et chaleureux. Eh bien, je serai damné. Tu es vraiment le petit-fils de Gauthier Dubois. Ton père ne saura pas ce qui lui arrive. Nous restons assis là, partageant des souvenirs de grand-père, des valeurs qui ont été perdues. Je sens un poids se lever, comme si je m'étais débarrassé d'un fardeau. Demain, j'affronterai toute la famille, mon père et moi-même. Je récupérerai ma voix et je protégerai l'héritage de mon grand-père. Cette nuit-là, je suis allongé sur le vieux lit de la petite chambre, le clair de lune filtrant à travers les rideaux, projetant une lueur sur la mallette en cuir posée sur la table. Le chant des grillons dans le jardin est comme une berceuse, mais je ne peux pas dormir. Mon cœur bat la chamade, non pas de peur, mais d'un mélange d'excitation et de colère. Des années à être méprisé, moqué et mis à l'écart,
tout cela se termine demain. Je suis prêt. Mon avocate, Karine, a envoyé un email de confirmation hier soir, joignant des documents prouvant mes actifs, 95 millions d'euros provenant de la start-up alimentaire durable que j'ai construite à force de sueur, de larmes et de cœur. Avec cette richesse, j'estime que j'aurai environ 41% des droits de vote, assez pour annuler toute décision que prendra mon père, Henri Dubois, l'homme qui a toujours pensé qu'il pouvait seul dicter le sort de la famille. Je pense à ma mère, qui a toujours cru en moi, bien qu'elle ne soit plus là pour assister à ce jour. Elle est décédée il y a 3 ans d'un cancer, laissant un vide dans mon cœur qui ne pourra jamais être comblé. Mais c'est elle qui m'a appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de vous, mais dans ce que vous faites quand personne ne regarde. Cédric, m'a-t-elle dit un jour, me tenant la main pendant les jours où je luttais avec ma start-up, tu es ma lumière. Ne laisse personne te faire douter de ça. Ces mots brûlent maintenant comme une flamme, alimentant ma résolution. Je pense aussi à l'oncle Robert, le seul de la famille qui me comprenne. Ce soir, alors que nous étions assis sous le chêne, il m'a raconté des histoires sur la façon dont grand-père était moqué, traité de pecno pour avoir osé rêver grand. Il a dit, tu ressembles plus à grand-père que quiconque dans cette famille. Et cela m'a fait sentir que je portais une grande responsabilité, non seulement pour sauver le domaine, mais aussi pour restaurer les valeurs sur lesquelles grand-père avait jeté les bases. Je ferme les yeux, imaginant demain. Papa se tiendra au bout de la table, suffisant, poussant au vote final pour vendre le domaine. Jacques sourira narquoisement, Sophie lancera quelques remarques sarcastiques. Mais cette fois, je ne resterai pas silencieux. Cette fois, je me lèverai, ouvrirai ma mallette et leur montrerai qui est vraiment Cédric Dubois. Le matin du 3e jour, l'air dans le domaine semble lourd, comme le calme avant la tempête. Je me réveille tôt, enfilant ma chemise bleu clair et mon jean, mais cette fois, je me sens différent. Je ne suis plus le garçon de 16 ans expulsé de la salle de réunion, ni l'homme de 30 ans moqué pour avoir osé parler. Je suis Cédric Dubois, 35 ans, avec 95 millions d'euros et une mission. Je retrouve l'oncle Robert dans la cuisine, où il prépare du café. Il me tend une tasse, les yeux brillants de confiance. Aujourd'hui, c'est ton jour, Cédric, dit-il, la voix basse mais ferme. Fais ce que ton grand-père aurait fait. Je hoche la tête, serrant fermement la tasse. Je ne décevrai pas grand-père, oncle. Ni toi. L'oncle Robert sourit en me tapotant l'épaule. Je serai juste derrière toi. J'ai 10% cette année, et avec tes 41%, nous allons écrire l'histoire. Je ris, le premier vrai rire que j'ai eu pendant cette réunion, me sentant comme si je n'étais plus seul. Nous prenons le petit déjeuner en silence, mais c'est le silence des guerriers se préparant au combat. Je vérifie à nouveau ma mallette, m'assurant que chaque document est prêt, le rapport d'évaluation de l'entreprise, les contrats d'investissement et la lettre de confirmation de l'avocate. Ils sont tous là, comme des balles prêtes à être tirées. Alors que j'entre dans la salle de réunion principale, la tension est palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Mon père est assis au bout de la table, une pile soignée de documents du projet de complexe hôtelier devant lui. Jacques est à sa droite, chuchotant quelque chose à Sophie, tous deux ricanant. L'oncle David, tante Marguerite et les autres parents sont présents. Je prends ma place, la mallette sur mes genoux comme un bouclier, sentant son poids, non seulement physique, mais le poids des années où j'ai combattu silencieusement. Mon père se lève, tapotant légèrement la table pour commencer. Aujourd'hui est le dernier jour de la réunion, dit-il, sa voix résonnant avec autorité. Nous allons procéder au vote officiel sur la vente du domaine à la société fluviale. Je crois que c'est une opportunité pour la famille Dubois d'aller de l'avant, de transformer l'héritage de mon père en quelque chose de moderne et de rentable. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire avant que nous votions? Je jette un coup d'œil à l'oncle Robert, qui me fait un léger signe de tête. C'est le moment. Je prends une profonde inspiration, me lève et serre fermement ma mallette. Papa, j'ai quelque chose à dire, déclare-je, ma voix calme et résolue. La pièce se tourne pour me regarder. Jacques lève un sourcil, son sourire narquois évident. Oh, Cédric, nous y revoilà, dit-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Tu vas nous parler de ta start-up ratée ou quoi? Sophie glousse, couvrant sa bouche d'une main baguée de diamants. Laisse-le parler, Jacques. Peut-être qu'il est ici pour mendier plus de droits de vote. Mon père croise les bras, son regard froid. Cédric, si tu vas répéter ces absurdités sentimentales sur l'héritage ou les valeurs familiales, assieds-toi.
Nous n'avons pas de temps pour ça. Je ne m'assieds pas. Je le regarde droit dans les yeux, sentant chaque once de douleur et de dénigrement des 10 dernières années monter dans ma poitrine. Papa, je ne suis pas ici pour parler d'absurdité sentimentale, dis-je, ma voix résonnant clairement, plus forte que je ne l'attendais. Je suis ici pour parler de la vérité. Et j'ai des preuves. J'ouvre la mallette, sortant les documents méticuleusement préparés. La pièce devient silencieuse, le seul son étant le bruissement du papier alors que je les pose sur la table. Ceci est le rapport d'évaluation de mon entreprise, commence-je, ma voix posée mais puissante. La start-up alimentaire durable dont vous vous êtes tous moqués. Elle est actuellement évaluée à 250 millions d'euros. Mes actifs personnels, à ce jour, s'élèvent à 95 millions d'euros. Selon les règles de la réunion, cela me donne 41% des droits de vote. La pièce semble retenir son souffle. La mâchoire de Jacques tombe, son sourire narquois disparaissant. Sophie cligne rapidement des yeux, comme si elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. L'oncle David se penche en avant, essayant de jeter un coup d'œil au document. Mon père, pour la première fois de sa vie, semble désorienté. « De quoi parles-tu, Cédric » demande-t-il, sa voix légèrement tremblante. Je fais glisser les documents vers lui. Vous pouvez les vérifier. Ceci est le rapport d'un cabinet d'audit indépendant, des contrats d'investissement de certains des plus grands fonds de la Silicon Valley, et une lettre de confirmation de mon avocate. Tout est légitime. Je n'ai pas seulement 3% des droits de vote, comme vous le pensiez tous, j'en ai 41%. Des murmures parcourent la pièce. Jacques secoue la tête, sa voix chancelante. Pas possible. Tu inventes ça. Comment quelqu'un comme toi pourrait-il avoir 95 millions d'euros? Quelqu'un comme moi, répète-je en regardant Jacques droit dans les yeux. Tu veux dire quelqu'un qui ne conduit pas une voiture de luxe, ne porte pas de costume cher, ne se vante pas à cette réunion? Quelqu'un comme moi a travaillé jour et nuit, a construit une entreprise à partir de rien et a créé quelque chose dont le monde a besoin, une alimentation durable pour l'avenir. Tu ne le crois peut-être pas, Jacques, mais ces chiffres ne mentent pas, je me tourne vers mon père, qui tient toujours les documents, ses yeux oscillant entre la colère et l'incrédulité. Papa, je suis resté silencieux pendant des années, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais me prouver par des actions. Maintenant, j'ai une voix, et je vais l'utiliser. Avant que mon père ne puisse répondre, l'oncle Robert se lève, sa voix résonnant fortement. Je soutiens Cédric, dit-il en regardant autour de la pièce. J'ai environ 10% des droits de vote, et je suis avec mon neveu. Ensemble, nous avons 51%, assez pour opposer notre veto à toute décision dans cette réunion. La pièce éclate. Sophie hurle, « Oncle Robert, qu'est-ce que tu fais? C'est une énorme opportunité pour la famille. » Jacques frappe la table, le visage rouge. C'est une blague, n'est-ce pas? Cédric, pour qui te prends-tu, transformant cette réunion en cirque? Mon père lève une main, signalant le silence. Il me regarde, son regard perçant. Cédric, tu penses que tu peux entrer ici, agiter quelques papiers et prendre le contrôle? Tu as peut-être de l'argent, mais tu n'as pas d'expérience. Tu ne comprends pas comment cette famille fonctionne. Je souris, non pas de joie, mais parce que j'ai attendu ce moment trop longtemps. Papa, je comprends cette famille mieux que tu ne le penses. Je comprends ce que grand-père voulait, une famille unie, pas une arène de vantardise. Et je suis ici pour protéger cela. J'oppose mon veto à la proposition de vendre le domaine. Les murmures se transforment en cris. Jacques bondit, me pointant du doigt. Tu ne peux pas faire ça. Papa, dis quelque chose. Mon père me regarde, puis les documents, puis de nouveau moi. Je vois une lueur dans ses yeux, non pas de la colère, mais de la résignation. Il sait que les documents que je lui ai donnés sont réels. Il sait qu'il ne peut rien faire. Cédric, dit-il, sa voix plus basse, es-tu sûr de vouloir faire ça? Absolument, réponds-je sans rompre le contact visuel. Ce domaine est l'héritage de grand-père. Il n'est pas à vendre. L'oncle Robert applaudit, brisant la tension. Bien joué, Cédric. Je suis fier de toi. La pièce sombre dans le chaos. Sophie quitte la table en trombe, marmonnant quelque chose sur le fait que je ruine la famille. Jacques me regarde avec une haine pure, comme si je lui avais volé quelque chose. L'oncle David, tante Marguerite et les autres chuchotent entre eux, essayant de comprendre ce qui vient de se passer.
Mais mon père, lui, s'assoit simplement, silencieux, serrant fermement les documents. Mon cœur bat la chamade, mais pas de peur. C'est le sentiment de victoire, de libération. Je l'ai fait. J'ai récupéré ma voix, et j'ai protégé l'héritage de mon grand-père. Après la réunion, l'oncle Robert m'attire dans le jardin, me serrant fort dans ses bras. Tu l'as fait, Cédric, dit-il, les yeux pétillants. Ton grand-père sourit quelque part. Je ris, sentant un poids se lever de mes épaules. Mon père, Jacques et les autres n'accepteront pas facilement la défaite. Ils essaieront de reprendre le contrôle. Mais cette fois, je suis prêt. J'ai l'oncle Robert, j'ai ma richesse, et surtout, j'ai foi en ce que mon grand-père m'a appris. De retour dans ma chambre, j'ouvre un email de mon avocate confirmant que mes documents ont été notariés et sont indiscutables. Je regarde le jardin où les chênes de mon grand-père se dressent toujours fièrement. Merci, grand-père, murmure-je. Je l'ai fait. Même maintenant, alors que je pose ma main sur ma poitrine, je peux encore sentir mon cœur battre la chamade. Mais ce n'est plus le rythme de la tension, c'est le sentiment de libération, de quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti indemne. J'ai fait ce dont j'ai rêvé ces 10 dernières années. Je me suis opposé à ma famille, j'ai affronté mon père, Henri Dubois, et j'ai récupéré ma voix. J'ai protégé le domaine de mon grand-père, l'héritage qu'il a construit de toute sa vie. Mais alors que le clair de lune traverse la fenêtre, je sais que cette victoire n'est que la première étape. La famille Dubois n'est pas un endroit qui pardonne ou change facilement, et je viens de remuer un nid de frelons. Un léger coup à la porte me tire de mes pensées. L'oncle Robert se tient là, toujours dans sa simple chemise habillée, son sourire aimable et ses yeux brillants de fierté. « Ça va, Cédric » demande-t-il en entrant dans la pièce. « Je ne suis pas sûr, oncle » réponds-je avec un léger sourire. Je viens de choquer toute la famille, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. L'oncle Robert s'assoit sur la chaise en bois près de la fenêtre, regardant le jardin. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il, sa voix basse mais ferme. Henri et Jacques sont peut-être en colère, mais ils ne peuvent pas nier la vérité. Tu as prouvé que tu n'es pas seulement un Dubois, tu portes l'esprit de ton grand-père. Ces mots me réchauffent, comme si une partie de grand-père était encore vivante dans cette pièce. Mais je ressens aussi une nouvelle pression. Je n'ai pas seulement opposé mon veto à la vente du domaine, j'ai défié l'ordre que mon père a construit pendant 2 décennies, et je sais qu'il ne laissera pas cela passer facilement. Le lendemain matin, l'air dans le domaine est plus lourd que jamais. J'entre dans la salle à manger, habituellement remplie de rire et du tintement des verres de vin, mais aujourd'hui, elle est presque silencieuse. Sophie est assise dans un coin, faisant défiler son téléphone, mais ses yeux se tournent vers moi, ne portant plus leur moquerie habituelle. L'oncle David et tante Marguerite chuchotent, s'arrêtant dès que j'entre. Jacques est absent, probablement quelque part essayant de digérer le choc d'hier. Et mon père, il est assis au bout de la table, tenant une tasse de café, son regard froid comme la glace. « Assieds-toi, Cédric, dit-il, sa voix dépourvue d'émotion. Je tire une chaise, m'asseyant, sentant comme si toute la pièce attendait que je parle. Mais je ne le fais pas. Je veux voir ce que mon père va faire. Après un silence suffocant, il parle. Hier, tu as fait tout un spectacle, dit-il, son ton égal mais empreint d'amertume. 95 millions d'euros, 41% des droits de vote. Tu t'es caché de cette famille pendant longtemps, Cédric. Je ne sais pas si je dois être fier ou en colère. Je croise son regard, gardant ma voix calme. Papa, je ne me cachais pas. Je faisais mon travail, comme grand-père l'a fait. Je ne suis pas ici pour me vanter, je suis ici pour protéger ce qui compte. Mon père renifle en secouant la tête. Protéger? Qu'est-ce que tu penses protéger? L'héritage de mon père? Ou essaies-tu juste de prouver que tu es meilleur que moi? Ces mots me transpercent comme un couteau, mais je ne les laisse pas m'ébranler. Je n'essaie rien de te prouver, réponds-je. Je veux juste faire ce qui est juste. Ce domaine n'est pas à vendre. C'est là que grand-père voulait que nous nous réunissions, pas que nous nous déchirions. Jacques entre à ce moment-là, interrompant notre échange. Il porte un polo cher, mais son visage est rouge, ses yeux brûlants de colère. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas, Cédric, dit-il, sa voix tremblant de rage. Tu penses que tu peux entrer ici en fanfare, agiter quelques papiers et contrôler toute la famille. Tu n'es rien. Jacques. L'oncle Robert intervient depuis le coin,
sa voix tranchante. Ça suffit. Cédric a fait ce que tu n'as pas osé, défendre ce qui est juste. Si ça ne te plaît pas, regarde-toi. Jacques se tourne vers l'oncle Robert, sur le point de rétorquer, mais mon père lève une main, signalant le silence. Jacques, assieds-toi, dit-il froidement. Cédric, je ne vais plus discuter de ça. Tu as 41%, et avec Robert, vous avez 51%. Vous avez gagné le vote. Mais ne pense pas que c'est fini. Je hoche la tête, soutenant son regard. Je comprends, papa. Mais je ne reculerai pas non plus. Cet après-midi-là, alors que je suis dans le jardin, regardant les chênes que mon grand-père a plantés, mon père apparaît de manière inattendue. Il se tient à côté de moi, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'horizon. C'est la première fois depuis des années que je le vois sans costume, juste une simple chemise habillée et un pantalon kaki. Il y a quelque chose de différent chez lui, plus la présence dominatrice habituelle, mais une fatigue, presque une vulnérabilité. Cédric, commence-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, sais-tu pourquoi je voulais vendre le domaine? Je le regarde, attendant. Pour l'argent, demande-je, ne cachant pas mon scepticisme. Il secoue la tête. Pas seulement l'argent. Je voulais que cette famille aille de l'avant. Je voulais que nous soyons un nom plus important, pas seulement à Verrières, mais dans tout le pays. Mon père, ton grand-père, il a fait de grandes choses, mais il s'est toujours limité. Je ne voulais pas que nous restions coincés dans le passé. Je reste silencieux un moment, pesant ces mots. C'est la première fois que je l'entends parler de grand-père sans arrogance. Mais je sais aussi qu'il a mal compris le sens de l'héritage. Papa, dis-je, aller de l'avant ne signifie pas vendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Grand-père ne voulait pas que nous soyons seulement un grand nom, il voulait que nous soyons une famille. Une vraie famille. Mon père me regarde, les yeux hésitants. Puis il dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, Cédric, je veux que tu travailles avec moi. Tu as de la richesse, tu as une vision. Nous pourrions amener Bois du Bois à de nouveaux sommets, ensemble. Je te donnerai un poste dans l'entreprise. Son offre me stupéfie. Une partie de moi veut croire que c'est sa façon de me reconnaître, de voir enfin ma valeur. Mais une autre partie, celle qui a enduré des années de dénigrement, me dit que c'est juste sa tentative de reprendre le contrôle. Papa, j'apprécie l'offre, dis-je prudemment. Mais j'ai ma propre voix, et je vais continuer à la suivre. Il pince les lèvres, ne dit plus rien et s'éloigne. Je regarde sa silhouette disparaître derrière les arbres, ressentant à la fois du soulagement et un poids lourd. Jacques, contrairement à mon père, n'adopte pas une approche directe. Ce soir-là, alors que je me prépare à quitter le domaine pour Lyon, il frappe à ma porte. Cédric, dit-il, un sourire aux lèvres, mais les yeux froids. Félicitations. Qui aurait cru que mon petit frère était millionnaire? Je le regarde, ne répondant pas immédiatement. Merci, Jacques, dis-je d'un ton égal. Quelque chose en tête? Il entre dans la pièce, s'asseyant sur une chaise sans y être invité. Écoute, Cédric, je ne veux pas que nous soyons en désaccord. Nous sommes frères, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai été un peu dur au fil des ans, mais maintenant que tu as de l'argent, nous pourrions travailler ensemble. J'ai quelques idées d'affaires, et avec ta richesse. Je le coupe. Jacques, si tu veux travailler ensemble, ce n'est pas à cause de mon argent. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je fais, de ma start-up, ou pourquoi je vis comme je vis. Ne fais pas semblant maintenant. Jacques se raidit, son sourire s'effaçant. Tu es toujours aigri, hein, dit-il, sa voix baissant. Bien, Cédric. Mais ne pense pas que tu peux contrôler cette famille pour toujours. Papa trouvera un moyen de reprendre le pouvoir, et je serai de son côté. Il se lève et part sans un mot de plus. Je le regarde partir, ressentant une déception familière. J'avais espéré que Jacques pourrait changer, qu'il me verrait comme un frère, pas un rival. Mais peut-être qu'avec Jacques, cela n'arrivera jamais. Au milieu de la tension avec mon père et Jacques, l'oncle Robert est le seul point positif. Après le départ de Jacques, il me trouve sur le porche arrière, où je suis debout, regardant les chênes. Tu as fait quelque chose de grand, Cédric, dit-il, sa voix pleine de fierté. Je sais ce que c'est d'être négligé. J'ai vécu dans l'ombre d'Henri pendant des décennies. Mais aujourd'hui, tu m'as donné l'espoir que la jeune génération peut changer cette famille. Je souris, touché par ces mots.
Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dis-je. Tu m'as défendu quand personne d'autre ne l'a fait. L'oncle Robert secoue la tête. Non, Cédric. Tu as montré la voie. J'étais juste ton partisan. Mais je crois qu'avec toi, cette famille peut redécouvrir ce que nous avons perdu, les valeurs que mon père, ton grand-père, a construites. Nous restons assis là, parlant de grand-père, des jours où la famille Dubois était une vraie famille. L'oncle Robert me raconte des histoires sur la façon dont grand-père aidait les autres, pas seulement dans la famille, mais à Verrières, du financement de bourses d'études pour les enfants pauvres à la construction d'une bibliothèque communautaire. C'est son véritable héritage, dit-il. Et toi, Cédric, tu le portes. Alors que la réunion se termine, je quitte le domaine avec des sentiments mitigés. J'ai gagné, mais je sais que cette famille est toujours divisée. Mon père, malgré son offre de travailler ensemble, reste autoritaire. Jacques complote clairement quelque chose, et Sophie et les autres me regardent toujours avec suspicion. Mais je n'ai plus peur. J'ai prouvé ma valeur, non seulement à la famille, mais à moi-même. L'oncle Robert m'accompagne à mon camion, le vieux pick-up Renault toujours seul sur le parking. Quelle est ta prochaine étape, demande-t-il. Je regarde en arrière vers le domaine, où les chaînes de mon grand-père tendent toujours vers le ciel. Je veux que cet endroit signifie quelque chose, dis-je. Pas seulement une demeure, mais un lieu pour perpétuer l'héritage de grand-père, soutenir les jeunes, comme je l'étais autrefois, à poursuivre leurs rêves. L'oncle Robert hoche la tête, les yeux brillants. Je serai avec toi, Cédric. Toujours. Je démarre le camion, sentant comme si un nouveau chapitre commençait. J'ai sauvé le domaine, mais je sais que le vrai voyage de restaurer la famille Dubois et l'héritage de mon grand-père ne fait que commencer. Et je suis prêt à le mener à bien, jusqu'au bout.